la France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Considération. Les mains humides, ils baignent dans l'obscurité. Au bout, une lumière. Le mouvement. Une aspiration. Une lumière aveuglante, puis un cri. Son torse se bombe. Il respire pour la première fois. Sa vision est étroite, floue. Il pleure sans savoir pourquoi. Puis soudain, il est enveloppé dans du chaud. Devant lui, le visage d'une femme qui pleure, qui rit. Dans ses bras, il s'y sent bien. Son cordon est coupé. Mais son jeune cerveau est en ébullition. Un torrent d'hormones qui crée un attachement vers cette femme qui le porte. Des choses s'agitent autour de lui, elles ressemblent à cette femme. Un autre visage, flou, s'approche de lui. L'homme le regarde avec tendresse, il rit, puis pleure. De joie. Lui crie. Il ressent un manque, une force venue d'en bas. Il pleure, quémande, il a faim. La femme au visage humide lui tend quelque chose de mou et sans savoir pourquoi, il y pose ses lèvres. Un liquide chaud, savoureux, pénètre son palais. Il s'écoule en lui, il s'est calmé, il est heureux. Un bruit sort du bas de son dos, la femme et l'homme au visage humide rient et le regardent avec amour. Le petit enfant grandit, il voit plus sa mère que son père. Elle l'a porté pendant 9 mois, dans son ventre. Un lien indescriptible existe entre sa mère et lui. Son père est un peu maladroit, tout cela est encore abstrait. Le petit enfant, qui a toujours cette envie du bas de son ventre, est difficile. Il crie, hurle, fatigue sa mère, qui se sent prise au dépourvu. La vision du petit enfant est plus nette, plus élargie. Il voit bien l'espace dans lequel il évolue. Sa mère fait des grimaces pour lui donner le biberon, ça le fait rire. Le petit enfant est curieux de tout. Il touche un morceau de bois, puis du verre. C'est froid. Il tient une boule et la jette, ça l'amuse. À 4 pattes, il va chercher la boule et recommence. Encore et encore. Puis la balle fait tomber un vase. Son père est en colère et la lui prend. Le petit enfant fond en larmes. Son père et sa mère haussent la voix entre eux, mais peu importe. Ce qui l'intéresse, lui, c'est lui. Des mois plus tard, très observateur, le petit enfant reproduit les mêmes mouvements que sa mère et son père. C'est un imitateur hors pair. Il comprend quelques sons qui avant ne voulait rien dire pour lui. Le son non crée un stress en lui, une colère. Encore plus lorsqu'il est montré du doigt. Il n'aime pas ce son, il le déteste. Il voit beaucoup mieux, mais à 4 pattes, son horizon se limite au sol. Il comprend que son père et sa mère, eux, ne sont pas à 4 pattes. Il est décidé. Il monte ses fesses vers le haut, appuie sur ses 2 mains et se lève, sous le regard ébahi de ses parents qui l'applaudissent. Il est content, il sourit. Mais il tombe aussitôt, ce qui le met en colère. Dans une fureur noire, il hurle. Son père le prend dans ses bras et lui demande de retenter. Il se calme, il réitère le mouvement. Ses parents l'applaudissent de plus belle, ça le rend très joyeux. Il rechute, mais cette fois, son père le rattrape. Il a adoré qu'on l'applaudisse et qu'on lui sourit. À partir de maintenant, il va imiter ses parents en tout. Il rate, il recommence, il réussit. De nouveaux visages apparaissent, plus âgés. Il a peur, il ne les connaît pas. Mais eux le connaissent, ils jouent avec lui, le caressent et l'étreignent. Il adore ça, être le centre de l'attention. Grand-mère, grand-père, tonton, tata reviendront souvent le voir et lui apporter plein de cadeaux. Maintenant, il sait utiliser une cuillère tout seul. Il marche, il court. Ses degrés de liberté augmentent considérablement. Il n'est plus obligé de rester près de ses parents. Mais il tombe, il casse, il déchire. Il pleure, il hurle, il ne connaît pas ses limites. À force de voir ses parents en colère, il comprend que non, c'est non. Mais il est charmeur, il sait ruser. Des fois, non devient oui. Un jour, il dit mama, puis papa. Il comprend que ces sons ont un sens, car dès qu'il les prononce, sa mère ou son père se retourne vers lui. Il connaît maintenant chaque recoin de sa maison. Il aime son chez lui. Mais un jour, on l'emmène ailleurs, il pleure à s'en faire mourir. Le monde s'élargit, plein de petits enfants comme lui. Au début timide,
il s'amuse avec eux. Un jour, un enfant reçoit un morceau de chocolat et lui, non. Il rentre dans une rage noire. Bientôt la gentille dame lui en donnera un autre morceau pour son plus grand bonheur. Un autre jour, il bouscule l'autre enfant et lui prend le morceau de chocolat. C'est à lui. La gentille dame devient méchante et le gronde sévèrement. Il pleure, il ne le refera plus. Il a maintenant des amis comme son père et des amis comme sa mère. Mais aussi d'autres enfants qu'il n'aime pas, voire qu'il déteste. Il s'est assemblé plusieurs mots, bientôt des phrases entières. Il échange avec sa mère, avec son père. Il est plus précis dans sa gestuelle. Les outils, il les manipule parfaitement. Jeune enfant, il se maîtrise un peu plus, beaucoup plus. Il sait faire ses besoins tout seul, comme un grand. Mais il a toujours ses colères et déteste toujours qu'on lui dise non. Toujours cette même force venant du bas de son ventre, cette rage. Aujourd'hui, il va à l'école tout seul, comme un grand. Il adore s'amuser avec ses amis. Pour lui, les bêtises aussi, c'est s'amuser. Il tombe et cette fois il se casse un bras. Une douleur épouvantable. Ses parents ont eu si peur. Le temps guérira sa blessure, il fera plus attention la prochaine fois. Sa relation avec ses parents est pour lui comme sa relation avec ses amis. Il s'amuse, mais avec eux il y a toujours le non qui le frustre. Il ne comprend pas pourquoi. Il est curieux de tout, il aime apprendre. Et comme lorsque ses parents l'applaudissaient tout petit, il adore avoir de très bonnes notes à l'école. Il aime bien passer du temps avec cette fille, il ne sait pas pourquoi, quand elle lui sourit, il la trouve jolie. Et quand il n'est pas avec elle, il est triste. Il grandit, son corps change. Bientôt, il a quelques poils au-dessus des lèvres, il ressemble à son père. Il en est fier, c'est un grand. Il passe de moins en moins de temps avec ses parents, il les trouve lassants. Toujours ce non. Son amie, la jolie fille, maintenant quand il la voit, il ressent la même force du bas de son ventre, mais dédoublée. Une puissante attraction. Il a peur que ce ne soit pas réciproque. Elle l'embrasse, il est propulsé dans un autre univers. Il se dispute très souvent avec sa mère, elle l'énerve, il ne l'écoute plus. Son père peut hausser le ton, il ne dit rien, mais il aimerait lui foutre un coup de poing. Sa famille, c'est ses amis, son monde, son quartier. Son envie du bas de ventre est plus puissante que tout. Il le fait une première fois avec la jolie fille, il était nul. Pourtant, il s'était préparé en discutant avec ses amis. La prochaine fois, ça sera mieux. Avec ses parents, le dialogue est rompu. En classe, on parle de l'état du monde, des forêts, des animaux, de la Terre, du système solaire, des galaxies. Sa conscience s'est considérablement élargie. Même s'il ne parle plus avec ses parents, ils ont fait de lui quelqu'un qui déteste l'injustice. Alors, il est en colère qu'on brûle les forêts, qu'on tue les animaux, qu'il y ait des gens dans la rue, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des morts. Curieux et avide de savoir, il se demande pourquoi. Il lit, il écoute, il s'énerve. Lui va changer les choses. Mais avant, il a l'âge de travailler. Il gagne son premier salaire. Il est heureux et fier. Il ne dépend plus de ses parents. Il réussit ses études. Grand-mère est morte. Un choc. Un enterrement. Des pleurs. Il ne comprend pas. Elle était encore avec lui la semaine d'avant. Il est vide. Il est triste. Il est jeune homme et il sait qu'il peut changer les injustices. Il étudie, réussit moins, mais parle plus avec ses parents. Le dialogue revient. Il parle de la mort de sa grand-mère. C'est pénible pour tout le monde. Encore des pleurs. Il se change les idées avec ses amis, refait le monde, boit, fume. Il n'a pas de limite. Cela lui joue souvent des mauvais tours. Il séduit telle fille, puis telle autre. Il s'engage, il milite. Tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont des ennemis. Tellement de colère. Grand-père tombe malade. Il sera longtemps hospitalisé. Un calvaire. Puis il mourra. Un choc, moins fort que le précédent, puis encore un enterrement. Il a trouvé un emploi stable, il emménage avec telle fille, puis avec telle autre. Cette fois, c'est la bonne. Il est plus calme, plus nuancé dans ses jugements. Il l'aime terriblement. Elle lui annonce qu'elle est enceinte, il hurle de joie. Elle accouche, il pleure de joie. Ils se disputent, se séparent, puis se remettent ensemble. Ils s'aiment. Elle accouche encore une fois, puis encore. Ses trois enfants adorent leurs grands-parents. À son tour de leur dire non. Et à leur tour de pleurer, d'imiter, d'apprendre, de grandir, de se libérer, de le consoler sur son lit de mort. Et l'humanité continue ainsi. L'histoire universelle de cet inconnu est symboliquement l'histoire de l'humanité qui passe par 5 âges. La gestation, de la jeunesse d'Homo sapiens jusqu'au début de l'agriculture, est la période sombre et chaotique où l'humanité était réactive
face à un environnement périlleux. Puis vint l'enfance, de l'agriculture jusqu'à l'imprimerie, l'âge de la dépendance vis-à-vis des groupements humains et des techniques agraires. De l'imprimerie jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'adolescence. Par l'accélération de la recherche scientifique et technique, l'homme prit son indépendance vis-à-vis de la nature et s'exposa au sentiment de toute puissance. Les deux âges à venir que l'on peut espérer pour l'humanité sont l'âge adulte, celui de la responsabilité, et enfin la vieillesse, celui de la sagesse. C'est aussi et surtout une réponse possible à la question existentielle que se pose chaque être humain depuis l'aube de l'humanité: quel est le sens de la vie? La réponse est dans la vie elle-même: prospérer. Prospérité biologique d'abord, puis culturelle. Ces mécanismes sont simples: la vie est à la fois ce qui sème, ce qui est curieux et ce qui doute. Ce qui sème, c'est ce qui cherche à s'auto-préserver, se nourrir pour se reproduire. Ce qui est curieux, c'est l'expansionnisme de la vie. Pour se préserver dans le temps, elle se propage dans l'espace. Ce qui doute, c'est le mécanisme d'adaptation de la vie à son environnement, ce qui permet son évolution et sa diversité. Cette spécificité du vivant, nous la nommerons humatique, et ses composantes respectivement: amotique, les forces permettant l'attachement et l'autopréservation de soi; curiotique, les forces de l'intérieur vers l'extérieur du vivant; et duptique, les forces de l'extérieur vers l'intérieur du vivant. Du monde végétal, de la plus petite bactérie au poisson, en passant par la girafe jusqu'à l'être humain, nous sommes tous des êtres humatiques à des degrés divers. La conscience artificielle sera elle aussi humatique. Pour comprendre ce qui suit, il nous est nécessaire de comprendre la notion d'outil au sens le plus large. C'est un ensemble de paramètres permettant une fonction. Un marteau, c'est un solide attaché à un manche qui permet de taper sur un clou ou sur une tête. Le langage, c'est un ensemble de sons codés permettant l'échange d'informations entre individus. La reproduction sexuée est la rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle, dont la fusion donnera un nouvel individu. Le rire est un ensemble de gestes et de sons entraînant une réaction plaisante et renforçant le lien social. L'écriture est un ensemble de symboles visuels codés permettant l'échange d'informations entre individus. La constitution, une description écrite de ce qu'est un groupe humain vivant sous les mêmes lois. Les paramètres d'un outil conditionnent notre façon de penser. Par exemple, dans le langage, ce n'est pas je pense telle chose, donc je lui donne tel nom, mais je lui donne tel nom, donc je pense telle chose. En donnant le nom d'individu humain à un homme ou à une femme, par définition, il est impossible de les subdiviser en des ensembles plus petits. Hommes et femmes forment chacun de leur côté des corps séparés l'un de l'autre. Si nous parlions par exemple de composantes humaines au lieu d'individus humains, nous verrions les hommes et les femmes comme partie d'un tout, en l'occurrence l'espèce humaine. Les outils ne conditionnent pas seulement notre pensée, ils sont les moteurs de toutes les révolutions et ruptures historiques. Pas de protestantisme sans imprimerie, pas de fascisme sans télévision, pas d'émancipation des femmes sans la pilule contraceptive, pas de chute du communisme sans Internet. De la même manière, dans le monde animal, mâle et femelle sont deux outils différents. La reproduction sexuée est une technique très avancée qu'a trouvé le vivant durant 1,5 milliard d'années pour s'adapter de façon plus efficace à son environnement. L'avantage principal de la reproduction sexuée est entre autres le brassage et la diversification génétique, la compétition inter- et intrasexuelle permettant la reproduction des plus adaptés. C'est aujourd'hui le mode de reproduction le plus étendu dans le monde du vivant, en dehors de celui des virus. Mâles et femelles sont traversés par le même instinct lié au vivant: prospérer. La différence majeure entre mâle et femelle est, même s'il existe de très rares exceptions, que la femelle porte en elle la progéniture. C'est elle qui prend le plus de risques durant la reproduction sexuée, de par sa fragilité relative durant le temps de gestation. De là se créent deux stratégies de survie différentes. Pour le mâle, une stratégie de puissance, et pour la femelle, une stratégie de protection. Contrairement aux idées reçues, c'est la femelle qui est en position de force et qui sera très sélective vis-à-vis du mâle avec lequel elle choisit de s'accoupler. En effet, sachant la charge qu'est la gestation, la femelle ne peut se permettre de se reproduire avec n'importe quel mâle, d'autant qu'elle est doublement limitée dans le temps. Un cycle long d'ovulation qui s'arrête au bout d'un certain âge. Une pression intersexuelle la pousse à choisir le bon mâle, qui transmettra les meilleurs gènes à sa progéniture, évitant au possible les morts-nés ou les malades. Le mâle, dont la spermatogénèse dure tout le long de sa vie, est soumis à une toute autre pression. Elle est d'abord intrasexuelle. Une compétition à mort se joue entre les mâles, entraînant dans la majorité des cas une violence nécessaire.
Cette pression constante durant toute la vie d'un mâle permet de filtrer le nombre de candidats auprès de la femelle. Elle engendre automatiquement une espérance de vie du mâle bien moindre que celle de la femelle. Il est courant dans le règne animal que la femelle soit moins caractérisée physiquement, au contraire du mâle, qui peut afficher des caractères sexuels secondaires, exubérants, tels que ceux du paon, pour ne citer que lui. Cette stratégie de puissance chez le mâle peut aller jusqu'à des combats à mort entre lions dominants à une composition artistique de l'oiseau jardinier, rassemblant fleurs, tiges et feuilles au regard intransigeant de la femelle. Hommes et femmes, que nous l'acceptions ou non, nous n'échappons pas à ces règles du vivant. D'autant que chez la femme, la gestation dure 9 mois, soit un des temps les plus longs, proportionnellement dans le règne animal. L'originalité indéniable est que ces outils mâles et femelles s'expriment aussi en nous d'un point de vue culturel, dans toutes ses facettes possibles et imaginables. Jouet du vivant, entre guerre et prospérité, l'espèce humaine a fait civilisation. La France Atlas, ou notre destinée, aux éditions Cité française, écrit et lu par Charles Ferrus.